La sirène stridente d'une ambulance fendait l'air nocturne, résonnant à travers les ruelles sombres de Marseille. L'odeur métallique du sang et l'angoisse palpable dans l'atmosphère créaient une ambiance électrique, où chaque battement de cœur semblait synchronisé avec le clignotement des lumières bleues. À l'intérieur du véhicule, 2 secouristes, Camille et Lucas, échangeaient des regards nerveux alors qu'ils se précipitaient vers la scène d'un accident signalé par un appel anonyme. Pourtant, quelque chose ne tournait pas rond. Cette mission avait un goût amer de déjà-vu. En moins d'1 heure, ils allaient me plonger dans un cauchemar qui n'était que le début d'une série macabre, orchestrée par un tueur insidieux qui s'attaquait à ceux qui prenaient en soin des autres. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, la mort rôdait, attendant le moment propice pour frapper. Alors que Camille et Lucas atteignaient le lieu de l'appel, une tension palpable s'installait dans l'habitacle. L'air était lourd, saturé des odeurs de désinfectants et d'angoisse, tandis qu'une inquiétude sourde se frayait un chemin dans les esprits des secouristes. Avec chaque minute qui passait, le silence pesant semblait amplifier le battement de leur cœur. Ils sortirent enfin de l'ambulance, la lumière des néons projetant des ombres inquiétantes sur le bitume. L'endroit était désert, sans aucun signe d'accident, uniquement le murmure du vent nocturne et le cliquetis lointain des chaînes de café en terrasse. Les 2 paramédics échangèrent un regard inquiet, leur instinct leur soufflant que quelque chose n'allait pas. La réalité s'imposait. Ils avaient été attirés ici par un appel douteux, comme tant d'autres avant eux. Mais cette fois-ci, ce ne serait pas seulement une fausse alerte, ce serait le début d'un jeu mortel où chaque faux appel les rapprochait d'un danger insondable. Camille avait toujours été passionnée par son métier, une vocation qui la menait à jongler entre les urgences et les vies à sauver. À 32 ans, elle avait consacré la moitié de sa vie à secourir les autres, naviguant dans les couloirs des hôpitaux de Marseille, avec une détermination inébranlable. La chaleur du soleil sur sa peau, lors de ses journées de repos, contrastait avec la froideur des nuits passées sur la route. Mais chaque sourire reconnaissant d'un patient valait tous les sacrifices. Lucas, quant à lui, était son fidèle partenaire depuis 3 ans. Récemment marié, il prenait chaque appel avec une ferveur contagieuse, mais derrière ses rires se cachait une fatigue grandissante. L'angoisse d'un métier où chaque seconde comptait le pesait plus qu'il ne le laissait paraître. Les 2 secouristes partageaient un petit appartement près du vieux port, rempli de souvenirs simples et d'odeurs familières, de café fraîchement moulu. Pourtant, malgré leur dévouement, une ombre persistante planait sur eux, un collègue disparu 10 ans plus tôt, dont le mystère n'avait jamais été résolu. Les histoires circulant autour de cette tragédie restaient gravées dans leur esprit, créant un malaise sourd qui s'intensifiait avec chaque faux appel qu'ils recevaient. La vulnérabilité sous-jacente de leur existence était devenue une réalité inquiétante qu'ils ne pouvaient ignorer. Alors que les sirènes s'éteignaient dans le calme troublé de la nuit, une série de signes inquiétants commença à se manifester. Camille et Lucas scrutèrent les alentours, mais l'absence de réponses à leur appel ne faisait qu'accentuer leur malaise. L'air était lourd, comme si même les étoiles observaient avec une curiosité malsaine. Une brise soudaine, froide et désagréable fit frissonner Camille, tandis qu'elle jetait un coup d'œil furtif vers l'ombre des bâtiments voisins. Des graffitis sur les murs racontaient des histoires de lutte et de survie, mais aujourd'hui, ils semblaient chuchoter des avertissements. Les faux appels avaient recommencé à s'accumuler ces dernières semaines.
générant une atmosphère d'angoisse parmi les secouristes. Les murmures circulaient sur un tueur ciblant les paramédics. Chacun savait qu'un faux appel pouvait devenir fatal. Un frisson lui parcourut l'échine, alors qu'elle réalisait que le numéro de téléphone utilisé pour ces alertes avait été attribué à un ancien collègue disparu, Étienne, dont le souvenir hantait encore les couloirs de l'hôpital. La culpabilité et la peur se mêlaient dans son esprit. Et si ce soir marquait un tournant tragique? Les ombres dansaient autour d'eux, comme si elles s'amusaient à dissimuler la vérité qui se cachait juste sous la surface. Chaque son, chaque mouvement prenait une signification nouvelle. Un chat qui miaule devenait le présage d'un danger imminent. Ils ne savaient pas encore que cette nuit marquerait le début d'une descente aux enfers, dont ils n'émergeaient pas indemnes. Les souvenirs d'Étienne affluaient dans l'esprit de Camille. Des images d'un homme charismatique et dévoué, toujours prêt à tendre la main aux autres. Elle se remémorait ses éclats de rire résonnant dans les couloirs de l'hôpital, ses anecdotes sur les interventions rocambolesques qui faisaient sourire même les plus accablés. Mais derrière cette façade joviale se cachait une vulnérabilité que peu de gens percevaient. Étienne avait été un homme passionné, mais aussi tourmenté par des démons intérieurs, se battant contre un passé qu'il ne pouvait fuir. Ce soir-là, il avait pris une décision fatidique, répondre à un appel désespéré sur une intervention qui s'avéra être un piège. Camille se remémora la dernière fois qu'elle l'avait vu, ce jour où il avait laissé entrevoir une ombre d'inquiétude dans son regard. Il lui avait parlé de menaces anonymes qu'il recevait, d'une sensation persistante d'être observé. À l'époque, elle avait tenté de le rassurer, persuadée qu'il s'agissait simplement du stress lié à leur métier. Mais maintenant, après tant d'années passées à tenter de résoudre le mystère de sa disparition, chaque faux appel prenait une connotation sinistre. Les mots d'Étienne résonnaient comme un écho dans sa mémoire. Fais attention aux appels qui semblent trop beaux pour être vrais. À cet instant précis, Camille comprit que la vérité était plus proche qu'elle ne l'avait imaginé. La nuit n'était pas seulement le terrain de chasse du tueur, elle était également le reflet d'un passé non résolu qui revenait hanter ceux qui avaient osé oublier. Dans l'ombre des enquêteurs, un suspect commençait à émerger, semblant se glisser silencieusement dans le tableau déjà troublant de cette affaire. Baptiste, un ancien ambulancier au comportement erratique, avait été à la fois apprécié et redouté par ses collègues. Sa passion pour le métier était palpable, mais son caractère imprévisible avait souvent suscité des rumeurs. Autrefois membre de l'équipe dynamique de Camille et Lucas, il avait quitté le service après une série d'incidents jugés inquiétants par ses supérieurs. Ses accès de colère s'étaient intensifiés après la disparition d'Étienne, et les murmures autour de son comportement avaient commencé à circuler comme une traînée de poudre parmi les secouristes. Baptiste vivait seul dans un appartement exigu, où les murs semblaient vibrer sous le poids de ses frustrations. Ses journées étaient remplies d'un vide pesant. Il passait son temps à traquer des forums en ligne dédiés aux interventions médicales, affichant une obsession malsaine pour les faux appels qui avaient fait surface ces derniers mois. Les rares amis qui lui restaient évoquaient une personnalité tourmentée, dévorée par des pensées sombres qui l'avaient poussé à se retirer du monde. Les enquêteurs notèrent son intérêt croissant pour les paramédics disparus et sa fascination troublante pour les détails des cas non résolus. Mais ce qui inquiétait le plus, c'était la façon dont il parlait d'Étienne en particulier.
lors d'une rencontre fortuite dans un bar local. Ces mots avaient révélé une jalousie profonde, mêlée à un respect tordu. Il semblait croire qu'Étienne détenait un secret que seuls ceux qui prenaient un soin des autres pouvaient comprendre. Une tension sourde régnait autour de lui, comme une tempête prête à éclater. Baptiste était devenu un personnage énigmatique dans cette histoire tragique, à la fois victime de son propre passé et possible bourreau du présent. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler, mais l'image complète restait désespérément floue. La nuit avançait et un nouveau faux appel parvint à la centrale, résonnant comme une cloche de détresse dans le calme trompeur de Marseille. L'ambulance, à moitié éclairée par la lune, se gara brusquement devant un immeuble délabré du quartier Saint-Charles. Les néons vacillants des enseignes de café nearby projetaient des ombres inquiétantes sur les murs décrépits, tandis que la brume nocturne enveloppait les lieux d'une aura sinistre. Camille et Lucas sortirent, leur cœur battant à tout rompre, l'adrénaline pulsant dans leurs veines, alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée principale. L'atmosphère était pesante. L'air semblait vibrer d'une tension sourde et d'un malaise palpable. En poussant la porte grinçante, ils furent accueillis par une obscurité oppressante. À l'intérieur, le silence était assourdissant, perturbé seulement par le bruit de leurs pas sur le sol usé. Les murs portèrent les marques des années passées, éclats de peinture écaillée et traces de graffiti sans âme, témoignant d'une vie autrefois vibrante, maintenant réduite à l'abandon. Camille sentit un frisson courant le long de sa colonne vertébrale lorsqu'elle remarqua des traces de pas menant vers un couloir étroit au fond de l'entrée. Les échos de rires lointains résonnant dans son esprit, renforçant cette impression que quelque chose ou quelqu'un observait leur intrusion. Ils avancèrent prudemment, chaque pas résonnant comme un avertissement dans ce lieu chargé d'histoire et de mystère. Il devenait évident que ce faux appel n'était pas anodin. Ici, quelque chose se tramait sous la surface et le sentiment d'être piégé commençait à s'installer. La scène était mise en place pour un affrontement dont ils ne mesuraient pas encore l'ampleur ni les conséquences dévastatrices qui allaient s'ensuivre. Alors que Camille et Lucas progressaient dans le couloir mal éclairé, la tension montait avec chaque seconde qui s'écoulait. Ils avaient reçu l'appel d'une personne prétendument en détresse, mais rien n'avait préparé les secouristes à ce qu'ils allaient découvrir. Les minutes s'étiraient, lourdes de mystère et de présages sinistres. L'horloge de l'entrée affichait 21h42, un temps qui demeurerait gravé dans leur mémoire, celui où tout bascula. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils réalisèrent que les lieux semblaient abandonnés depuis longtemps, une ambiance de désespoir flottant dans l'air stagnant. La première pièce qu'ils explorèrent était celle d'un ancien appartement, où des meubles renversés et des papiers éparpillés racontaient une histoire de chaos. Pourtant, aucune trace du patient supposé ne se présentait. Au lieu de cela, ils trouvèrent un téléphone portable sur la table basse, allumé et affichant des messages inquiétants sur des appels précédents, tous des faux alertes. À 21h47, un bruit sourd résonna derrière eux et fit vibrer les murs décrépits. Ils échangèrent un regard angoissé avant de se diriger vers la source du son. En approchant d'une porte entr'ouverte au fond du couloir, ils aperçurent une silhouette floue disparaître dans l'obscurité. Leurs instincts leur crièrent de fuir, mais la curiosité et le devoir les poussèrent à continuer. À 21h53, alors qu'ils entrèrent dans une pièce sombre,
où se mêlaient odeurs rances et poussières épaisses, ils réalisèrent que tout était orchestré pour les attirer ici. Chaque détail semblait avoir été savamment calculé pour les plonger dans un piège dont ils ne sortiraient peut-être jamais. Les événements prenaient une tournure macabre, tissant une toile d'angoisse autour d'eux, alors que le temps filait inexorablement vers un dénouement tragique. L'atmosphère était chargée de tension lorsque l'équipe d'enquêteurs arriva sur les lieux, alertée par la disparition inquiétante de Camille et Lucas. Le quartier Saint-Charles, habituellement animé, semblait figé dans un silence mortel. La police boucla la zone, tandis que des lumières clignotantes inondaient l'obscurité, projetant des ombres sinistres sur les murs décrépits. Les témoins, rassemblés autour de la scène, murmuraient des hypothèses, mais leurs récits étaient confus et contradictoires. Certains affirmaient avoir vu une silhouette s'éclipser dans la nuit. D'autres parlaient d'un cri perçant qui avait déchiré le calme avant l'arrivée des secours. Les interrogatoires commencèrent rapidement. Un homme âgé, résidant à proximité, affirma qu'il avait entendu des voix à l'intérieur de l'immeuble quelques minutes avant que l'ambulance n'arrive. C'était comme s'ils discutaient tranquillement, dit-il d'un ton tremblant. Mais ensuite j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à un cri. Puis plus rien. Une jeune femme ajouta qu'elle avait vu une voiture noire stationnée non loin de là pendant plusieurs jours, mais qu'elle n'y avait pas prêté attention. Les enquêteurs prirent note de ces témoignages avec scepticisme. Chaque détail pouvait être crucial. Des heures passèrent alors que la police fouillait le bâtiment à la recherche d'indices. Dans le petit appartement où tout avait commencé, ils découvrirent finalement le téléphone portable laissé par Camille et Lucas. Les messages illustraient une série d'appels mensongers qui avaient conduit à cette nuit fatidique. Mais ce n'était pas tout. Des photos trouvées dans la galerie du téléphone montraient des images troublantes de paramédics en intervention. Étienne en faisait partie. Les enquêteurs comprirent soudain qu'ils avaient affaire à un schéma macabre. Quelqu'un manipulait habilement les faux appels pour attirer ses victimes. Les découvertes s'accumulaient tandis que le temps pressait. Les visages familiers de Camille et Lucas manquaient à l'appel, et une angoisse sourde commençait à envahir ceux qui savaient ce qu'était le véritable danger. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place, mais l'horloge continuait de tourner inexorablement vers une confrontation qui pourrait bien sceller leur destin à tous. Dans le tumulte qui suivit la disparition de Camille et Lucas, les enquêteurs firent appel à des experts en criminologie pour tenter de déchiffrer ce mystère complexe. Dr Noémie Leclerc, une psychologue criminelle renommée, fut rapidement sollicitée pour analyser le profil du suspect potentiel, Baptiste. Elle avait une réputation bien établie pour son aptitude à comprendre les motivations derrière les actes violents. Lors d'une conférence de presse, elle expliqua que les comportements de Baptiste pouvaient s'expliquer par une combinaison de facteurs psychologiques et environnementaux. Il est crucial de comprendre que ce type d'individu ressent souvent un besoin pathologique de contrôler son environnement, déclara-t-elle avec assurance. Les faux appels pourraient constituer un moyen pour lui d'exercer cette domination sur ceux qu'il perçoit comme des figures d'autorité ou des héros, en l'occurrence les paramédics. Son ton était grave, et elle ajouta que les personnes comme lui se nourrissent souvent des émotions des autres, utilisant la peur et le doute comme outils. Dr Leclerc souligna également que Baptiste possédait une obsession maladive pour son ancien collègue Étienne, qui avait disparu sans laisser de traces.
C'est un lien émotionnel complexe, expliqua-t-elle. Il pourrait idéaliser Étienne tout en étant rongé par la jalousie ou même la colère. Cela pourrait l'avoir poussé à créer un scénario où il se sent puissant et en contrôle. En écoutant ces analyses, les enquêteurs réalisèrent qu'ils avaient en sous-estimé le niveau de manipulation psychologique impliqué dans cette affaire. La stratégie tordue, utilisée par le suspect, ne visait pas seulement à tuer, mais aussi à jouer avec l'esprit de ses victimes et à les déshumaniser. Les implications étaient alarmantes. Il n'agissait pas seulement comme un prédateur physique, mais également en tant que marionnettiste, orchestrant une tragédie humaine. Alors que Dr Leclerc poursuivait son analyse et ses recommandations, la tension montait au sein des forces de l'ordre. Il savait désormais qu'ils ne cherchaient pas simplement un tueur. Ils étaient confrontés à un esprit dérangé capable d'influencer et d'attirer ses proies dans un piège mortel, soigneusement élaboré. C'était une course contre la montre pour retrouver Camille et Lucas, avant qu'il ne soit trop tard, car chaque seconde comptait dans ce jeu macabre où la psychologie devenait tout aussi redoutable qu'une arme physique. Le procès de Baptiste, désormais suspect principal dans l'affaire de la disparition de Camille et Lucas, attira une attention médiatique considérable. Les journalistes affluaient devant le tribunal, impatients de couvrir ce qui promettait d'être un véritable drame judiciaire. Les débats se déroulèrent dans une atmosphère électrique, oscillant entre fascination et horreur, alors que les détails sordides de l'affaire émergèrent au grand jour. L'accusation ouvrit avec force, présentant Baptiste comme un individu manipulatif et dangereux. L'avocate, me Sophie Delacour, évoqua les faux appels qui avaient conduit à la disparition des 2 paramédics, soulignant la nature préméditée des actes de son client. Il a utilisé son ancien métier pour attirer ses proies dans un piège mortel, déclara-t-elle avec conviction. Les témoignages des collègues des victimes étaient poignants, décrivant Camille et Lucas comme des héros dévoués, pris au piège par un homme rongé par ses propres démons. De l'autre côté, l'avocat de Baptiste, me Julien Marceau, tenta de semer le doute dans l'esprit du jury. Il insista sur le fait que son client n'était pas le monstre décrit par l'accusation, mais plutôt un homme brisé par des événements traumatisants. Baptiste souffre d'un trouble psychologique qui a altéré son jugement, plaida-t-il, en citant les analyses du docteur Leclerc. Il souligna que les preuves étaient circonstancielles et qu'il n'existait aucune preuve tangible reliant Baptiste aux disparitions. Son argumentation visait à humaniser son client, à faire ressortir sa vulnérabilité face à une société qui avait tourné le dos à ceux qui souffrèrent. Au fur et à mesure que le procès avançait, les médias s'emparèrent de chaque témoignage et de chaque détail sordide. Les réseaux sociaux s'enflammèrent avec des opinions tranchées. Certains soutenaient ardemment l'accusation, tandis que d'autres faisaient preuve d'empathie pour le suspect. La polarisation était telle qu'elle devint presque aussi captivante que le procès lui-même. Les moments les plus poignants furent sans doute ceux où les proches de Camille et Lucas prirent la parole pour partager leur douleur. L'émotion palpable dans la salle résonnait au-delà des mots, alors qu'ils peinaient à articuler la perte incommensurable ressentie depuis cette nuit tragique. Les jurés semblaient touchés, visiblement affectés par leurs témoignages déchirants sur l'impact dévastateur que cette affaire avait eu sur leur vie. Alors que la tension atteignait son paroxysme dans la salle d'audience, chacun savait que le verdict serait crucial, non seulement pour rendre justice aux victimes disparues,
mais aussi pour déterminer le sort d'un homme dont la vie était désormais devenue une énigme tragique, mêlant folie et désespoir. Après des semaines de témoignages et d'arguments enflammés, le verdict tant attendu tomba comme un couperet. L'ambiance dans la salle d'audience était électrique. L'inquiétude et l'espoir se mêlaient dans l'air lourd. Les jurés, visiblement éprouvés par la complexité de l'affaire, avaient mis des jours à délibérer. Finalement, leur décision fut prononcée. Baptiste était reconnu coupable de l'enlèvement des paramédics Camille et Lucas. Un soupir collectif de soulagement et de tristesse se répandit parmi les proches des victimes. Mais le sentiment d'une justice complète restait insaisissable. Dans les jours qui suivirent, une révélation inattendue fit surface. En fouillant plus profondément dans le passé de Baptiste, les enquêteurs découvrirent une série de messages échangés entre lui et un mystérieux interlocuteur sur les réseaux sociaux. Ce contact anonyme semblait avoir alimenté ses obsessions et joué un rôle crucial dans sa descente aux enfers. À travers cette correspondance, il devenait clair que Baptiste n'était pas seul dans son dérangement. Il avait été manipulé par quelqu'un d'autre, une figure cachée dont le but restait obscur. Cette découverte ouvrit la porte à une nouvelle enquête pour retrouver ce complice ou maître manipulateur. Les médias relayaient frénétiquement cette nouvelle tournure d'événements, ravivant l'intérêt du public pour l'affaire. Les théories étaient foisonnantes. Qui était cette personne? Était-ce un ancien collègue cherchant à se venger? Ou simplement un inconnu exploitant les faiblesses psychologiques de Baptiste? Le drame prenait une nouvelle dimension alors que des spéculations allaient bon train pour Camille et Lucas. Bien que leur sort restât tragiquement scellé, leurs familles purent enfin commencer à trouver un semblant de paix. Elles organisèrent des veillées en leur mémoire, rassemblant amis et collègues pour célébrer leur vie perdue trop tôt. Des bougies brillèrent dans la nuit, comme des étoiles fugaces, symbolisant l'espoir persistant malgré la douleur. D'un autre côté, Baptiste se retrouvait enfermé dans un monde qu'il avait lui-même façonné, celui des ténèbres et du désespoir. Dans sa cellule froide, il faisait face aux conséquences de ses actes, tout en étant hanté par son passé troublé. Les images de Camille et Lucas continuaient à le hanter, alors qu'il s'interrogeait sur ses choix désastreux. Ainsi s'achevait cette tragédie humaine complexe, une danse macabre entre obsession et manipulation qui avait coûté 2 vies précieuses tout en laissant derrière elle une traînée de questions sans réponse. Mais alors que la lumière commençait à percer l'obscurité pour les familles endeuillées, chacun savait qu'il ne serait jamais possible d'effacer totalement les cicatrices laissées par cet événement tragique. La quête de vérité continuait à vibrer dans l'air chargé d'émotions, telle une promesse silencieuse que ces âmes ne seraient pas oubliées.